2 statues de Bouddha debout, dont l'une atteint 53 mètres de haut, ont été taillées dans la falaise. Afghanistan, pays trop peu connu, car c'est, dans sa variété et ses contrastes, un des plus attachants qui soit, un des plus beaux aussi. Et sa surprenante modernisation n'a rien enlevé à la majesté envoûtante de ses paysages, à la noblesse et à la fierté de ses habitants, à la beauté et au charme de ses villages. Orient et Occident, frères jumeaux mais souvent incompréhensibles l'un à l'autre, malgré tant d'échanges, de rencontres, d'interpénétrations, le long de ces routes qui furent de tout temps celles des marchands, des conquérants et des pèlerins, les routes des caravansérails, des nomades et des chameaux. Oh Batcha, perdu dans ton village perdu du centre de l'Asie centrale, sais-tu de quelle grande nation tu es aujourd'hui le citoyen? Ce matin 24 août, fête nationale de l'indépendance afghane, a eu lieu en présence de Sa Majesté le roi Mohammed Zahir Shah et du Premier ministre le prince Mohammed Daoud, devant tout le peuple de Kaboul et en présence du corps diplomatique au grand complet, le défilé des troupes de l'armée nationale afghane. La musique royale prend place et pendant plus de 3 heures, c'est elle qui va donner son rythme à l'impressionnante manifestation. Les élèves officiers de l'école militaire nationale ouvrent la marche. Mais ce déploiement de force, fantassin, cavalier, blindé, ne saurait nous faire oublier que le royaume a toujours poursuivi une politique étrangère de neutralité et de conciliation. Sincèrement pacifique, il manifeste dans les assemblées internationales une attitude modérée, exempte de toute violence ou agressivité, et il souhaite régler par la sagesse diplomatique les différends qu'il oppose au Pakistan à propos des populations pashtunes et à l'Iran à propos du partage des eaux du fleuve Helmand. Mais voici que dans les tribunes officielles, citoyens afghans et autres étrangers d'un seul mouvement se sont levés. C'est en effet un souvenir particulièrement émouvant pour les Afghans que ces canons anciens, aujourd'hui recouverts de fleurs, héros de la guerre d'indépendance de 1919 contre les traités extorqués au XIXe siècle par les Anglais. La souveraineté définitive de l'Afghanistan enfin reconnue par toutes les puissances mondiales, le roi Amanullah tenta d'engager trop rapidement son pays dans la voie de la modernisation. Une réaction amena son exil en 1929 et une période de troubles et d'anarchie éclata pour quelques mois. Mais le vainqueur des Anglais, le général Mohammed Nadir Khan, alors ambassadeur en France, revint dans son pays, à qui il ouvrit une seconde fois la porte de l'espérance et du progrès, et il fut reconnu comme souverain par la nation entière, fondant en même temps la dynastie actuelle et l'Afghanistan, puissance moderne. L'après-midi, la foule se retrouve au grand stade de Kaboul pour la parade des associations sportives et des mouvements de jeunesse
qui réunit des enfants et des adolescents venus de toutes les provinces du pays. Ô Batcha, perdu dans ton village perdu du centre de l'Asie centrale, à plusieurs journées de route de Kaboul, toi qui ne connais que les montagnes sauvages, les fertiles vallées et les maisons d'argile, toi qui regardes passer d'un œil distrait les caravanes de nomades fascinantes pour nous, mais te laisses fasciner par la Jeep à laquelle nous ne prêtons même pas attention. Ô Batcha, sais-tu de quelle grande nation moderne tu es aujourd'hui le citoyen? Quelques jours plus tard, c'est la fête du Pashtounistan, l'Alsace-Lorraine des Afghans. Venus des deux côtés de la frontière actuelle, la ligne Durand, contestée par le gouvernement d'Afghanistan, les Pashtuns se retrouvent fraternellement à Kaboul autour du drapeau qui symbolise leur espoir de réunion. Et c'est un étonnant contraste que leur danse traditionnelle en costume ancien typique et le cadre des immeubles modernes de la capitale. L'incessante alternance des rythmes lents et des rythmes rapides exige des participants, pendant les nombreuses heures où ils vont danser sans interruption, non pas l'abandon incontrôlé à quelque frénésie, mais une totale disponibilité intérieure et une parfaite maîtrise d'eux-mêmes. Les danses ont commencé sur une des places de Kaboul. Poursuivies pendant des heures et des heures, elles se terminent au stade. Sous les yeux de ses frères pachtou, qui prennent un repos certes bien gagné, ce magnifique athlète nous donne la preuve de sa résistance et de sa maîtrise de lui-même. Ses qualités viriles sont traditionnelles chez les Pashtuns, qui ont dans toute l'Asie une réputation de guerriers intrépides et qui sont héritiers d'un long passé de lutte héroïque. Et l'admiration mêlée de fierté se lirait sur ces visages féminins encore voilés par le traditionnel tchadéri, aujourd'hui en voie de disparition.
Notez sur cette planche à clous l'espacement des pointes, qui augmente considérablement la difficulté de l'exercice en répartissant une plus grande surface de corps sur un moins grand nombre d'extrémités. Pourtant, pas une trace de blessure ou d'écorchure ne sera visible sur le corps de l'athlète lorsque celui-ci sera relevé par ses camarades. Mais les anciens instruments des fakirs sont remplacés par de modernes jeeps. Et voici le meilleur moyen de se faire vacciner contre le risque d'être écrasé en cas d'accident. Ces étonnantes performances nous rappellent que l'endurance, la vigueur et le courage ont été de tout temps le partage de ce peuple formé par la sévérité du climat torride ou glacial, la dureté des conditions naturelles de vie, et aussi la stricte hygiène qu'impose le respect des prescriptions coraniques. Ne savons-nous pas qu'aucun Afghan musulman n'a jamais bu la moindre goutte de vin ou d'alcool? La longue histoire de l'Afghanistan, tout le pays nous la raconte à travers ses monuments et ses ruines, car les hordes tartares et mongols de Gengis Khan et de Tamerlan n'ont pas épargné Ariana, la terre des Aryens, la terre des Afghans. Zarathustra, ou Zoroastre, fondateur de la religion qui régna longtemps sur la Perse, est né à Balkh, dans le nord de l'Afghanistan, il y a environ 3000 ans, comme en témoigne ce temple, mis à jour par la mission archéologique française de M. Schlumberger. Puis vint la grande époque bouddhique. Le panorama de la merveilleuse vallée de Bamiyan, à la célébrité méritée, tel qu'on peut l'admirer des fenêtres de l'hôtel qui accueille aujourd'hui les touristes, fascinait déjà il y a 1500 ans le fameux pèlerin chinois Yuanzhang. 2 statues de Bouddha debout, dont l'une atteint 53 mètres de haut, ont été taillées dans la falaise. Elles encadrent des centaines de cellules taillées dans le roc, où vécurent plus de 6000 moines. Dans ces cavernes, des hommes, convaincus que leur effort était le seul qui pût donner son sens à toute leur vie, ont lutté pour unir en eux le ciel et la terre. Et dans ce paysage grandiose, ont vibré les prières et les hymnes, où le silence a la résonance plus puissante encore que celle des cantiques. Puis vint l'islam, apporté par les Arabes à partir du 7e siècle, et qui a totalement supplanté l'ancienne civilisation bouddhique, remplacée par la culture musulmane et la loi du prophète Mohammed. Et les images du bienheureux, du Seigneur de compassion, veillent toujours sur les enfants de ceux qui les sculptèrent, sur les musulmans, qui mutilèrent leurs faces car ils les avaient pris pour des idoles, ne sachant pas qu'ils étaient chercheurs de la même vérité. Oui, il est juste qu'au pied du Bouddha repose un saint fidèle de Mahomet, car s'il existe plusieurs religions, il n'est qu'une seule vérité, immuable et éternelle. Et comme nous courions pour tourner ce plan de bœuf, le paysan a crié à notre interprète « Pourquoi sont-ils si pressés, les cinéastes européens? Dites-leur que les Bouddhas seront toujours là dans 10 minutes. » Avec l'islam, l'Afghanistan connut une nouvelle fois encore la gloire et la prospérité, et c'est à partir de l'Afghanistan que l'islam s'étendit à une grande partie de l'Inde. Hérat fut fondé par le conquérant grec Alexandre, et à la grande époque timouride, son rayonnement s'étendit à la moitié de l'Asie. La mosquée d'Hérat est célèbre comme une des plus grandes du monde. Bâtie aux environs de l'an 1200, elle a été restaurée plusieurs fois. Le magnifique décor qui recouvre toute la mosquée est un revêtement de carreaux de céramique où dominent les bleus et les verts. Au nord d'Hérat, le voyageur est frappé par l'élégance du dôme vert et des minarets de Moussala, vestiges d'une ancienne madrassée ou université, recouverts de peintures et d'inscriptions du XVIe siècle. Non loin d'Hérat, Gazerga abrite le mausolée du grand maître spirituel musulman, Khadja Abdullah Ansari. Et ce monument est aussi un admirable témoignage de la sculpture et de la calligraphie afghane au XVIe siècle. Aujourd'hui encore, la tombe du saint est visitée toute l'année par les pèlerins dont la tranquille sérénité ne nous étonne pas dans ce lieu de recueillement et de prière. C'est un autre monde que le nôtre, mais ici, dans ce silence, c'est vraiment le nôtre avec ses métros et ses autoroutes qui nous paraît incompréhensible. Mazar-e-Sharif, dans le nord, au lieu même qui vit naître la civilisation d'Ariana, abrite un des plus beaux et des plus célèbres monuments d'Asie, l'ensemble composé par la Mosquée Bleue et le Raouza,
le mausolée du 4e calife de l'islam, Ali. Il est midi et l'appel du muezzin retentit, appelant dans la langue du Coran les centaines de fidèles pour la grande prière du vendredi. Car aujourd'hui encore, le peuple afghan, comme les élites et les dirigeants politiques, demeurent profondément attachés à la foi de l'islam. Rien ni personne ne doit s'interposer entre le musulman et la Mecque en direction de laquelle il se tourne pour prier, et c'est la première fois que la caméra a pu faire face à ces admirables visages, reflets d'un cœur entièrement tourné vers Allah. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Car les peuples nomades ou pastoraux sont plus spontanément religieux que ceux dont la vie, transformée par le confort matériel, s'est éloignée des grandes présences de la nature. Ces Afghans, si nobles et si dignes, sont aujourd'hui pour 90% d'entre eux des agriculteurs. Entre les hautes montagnes arides, désertiques, les vallées arrosées par la fonte des neiges sont au contraire merveilleusement fertiles. Elles produisent des céréales, des fruits réputés, melons, pastèques, et surtout près de 100 espèces différentes de raisins qui passent à juste titre pour les meilleurs du monde, ainsi que des plantes industrielles comme les graines oléagineuses, le tabac et surtout le coton, promesse d'une industrie textile qui sera essentielle dans la vie économique du pays. L'élevage des bovins, bien qu'en voie de développement, est encore maigre, et plus que pour ses vaches, c'est pour ses magnifiques chevaux que l'Afghanistan est réputé. Mais ce qui fait la célébrité mondiale de l'élevage afghan, ce sont les 7 millions de moutons Karakoul qui donnent la fourrure appelée astrakhan. Car si cet astrakhan est parfois fort improprement dénommé agneau de Perse, c'est du Turkestan afghan qu'il est importé dans le monde entier. Mais il est aussi apprécié dans son pays d'origine, et tout Afghan porte la koula, un bonnet en astrakhan gris ou noir. Les peaux exportées sont celles des jeunes agneaux mâles tués quelques heures après leur naissance, tandis que les femelles sont conservées pour la reproduction. Ces moutons Karakoul sont à l'heure actuelle la plus grande richesse d'exportation de l'Afghanistan, et c'est eux qui permettent au pays d'importer en échange les produits industriels, les machines, les équipements hospitaliers, les véhicules automobiles, les fournitures pour les universités et tous les biens qui sont nécessaires à son développement et à sa modernisation. À cette économie rurale traditionnelle, mais en voie de rapide transformation, répondent les marchés, si typiques de l'Asie centrale, inépuisable réservoir de couleurs locales pour voyageurs et photographes. Sous un soleil éclatant, parmi les ânes, les chevaux et les chameaux, on vend, on achète, on échange les denrées diverses apportées à la ville. Ces images archaïques, les Afghans n'en ont pas honte. Ce pays qui n'a jamais été occupé politiquement ni colonisé économiquement est resté longtemps à l'écart des grands bouleversements qui ont fait le monde moderne. Contrairement à d'autres États jeunes qui se montrent parfois prétentieusement orgueilleux,
l'Afghanistan est un pays assez digne et assez fier pour pouvoir aussi se montrer modeste malgré sa glorieuse histoire. Il sait que par rapport aux critères européens, il se trouve en retard. Mais il sait aussi le capital que représente un peuple intact de 13 millions d'hommes qui, à travers sa longue histoire, se montra à la fois guerrier, contemplatif, artiste, bâtisseur. Aujourd'hui encore, la vie agricole, avec sa lenteur imposée par le rythme immuable de la nature elle-même, et sa servitude au climat tour à tour brûlant et glacial, à la sécheresse, aux rares pluies, aux saisons, toutes vérités avec lesquelles on ne peut pas tricher, donne aux plus frustes, aux plus inéduqués des paysans afghans des certitudes à leur mesure dont nous manquons trop souvent, et la connaissance de quelques vérités simples dont partout on redécouvre le prix. Mais l'Afghanistan se transforme, et ce jeune Batcha connaîtra un pays tout différent de celui qu'ont connu, presque immuable, 100 générations d'ancêtres. Cette coexistence de deux civilisations apparaît dans toute sa signification à Kaboul, la capitale. Kaboul fut jusqu'en 1925 une ville mystérieuse d'Asie centrale lointaine et inaccessible. Elle est aujourd'hui desservie par une compagnie nationale de navigation aérienne, Ariana Afghan Airlines. C'est une cité ancienne, fort riche en vestiges historiques. Au sud-est, sur les crêtes de la montagne d'Émeraude, la ville est dominée par les restes des anciennes fortifications et par la forteresse de Balaïsar qui servit de citadelle depuis la période pré-islamique jusqu'à la Seconde Guerre anglo-afghane en 1879. Et la population vivait dans son enceinte, protégée par l'épaisseur de ses murs. Aujourd'hui, elle abrite l'école militaire. Kaboul, qui est une des plus anciennes cités de l'Asie et qui fut de tout temps un centre commercial très actif sur la route menant d'Asie centrale en Inde par la fameuse Khyber Pass, compte aujourd'hui 500 000 habitants, représentant tous les groupes ethniques et linguistiques qui composent la nation afghane. En effet, à côté des Pashtuns ou Pathans, qui représentent 60% de la population, les Tadjiks, qui sont également des Aryens, représentent 30%, les Ouzbeks 5%, les Hazaras d'origine mongole 4%. Par contre, la langue pachtou, répandue dans tout le sud, est peu parlée à Kaboul, où domine le farsi, assez semblable au persan, et qui est la langue des Tadjiks. Mais cette variété ne devrait pas être plus nuisible à l'unité du pays que ne l'est la diversité des communautés et des langues dans la fédération helvétique. Et d'ailleurs, ne dit-on pas souvent de l'Afghanistan qu'il est la Suisse de l'Asie? Le vieux Kaboul, à la fois animé et tranquille, reste par excellence la grande cité orientale telle que nous pouvons l'imaginer et en rêver.
C'est sûrement la dernière fois que nous pouvons voir ces quartiers anciens, pittoresques peut-être, mais voués à la pioche des démolisseurs par le plan d'urbanisme qui est en train de transformer complètement la capitale. Comme disparaissent aussi les anciennes briques en terre moulée et séchées, le matériau de construction traditionnellement utilisé dans tout l'Orient, aussi bien pour les habitations que pour les caravansérails, les forteresses ou même les immenses mosquées. Char-i-Nao, ce qui signifie le quartier neuf et la partie chic, le Neuilly de Kaboul. C'est là notamment que se trouvent les ambassades et que résident les étrangers. Les boutiques accueillantes y sont parfaitement approvisionnées. On y trouve bien sûr les produits afghans comme les célèbres fruits, les tapis, les pierres précieuses, les pots d'astrakhan, les vestes brodées ou encore les objets rares et anciens. Mais on peut s'y procurer aussi des denrées d'importation venues de tous les pays du monde. Un magasin de Char-i-Nao est une véritable foire-exposition internationale. La ville s'étend des deux côtés de la rivière Kaboul, affluent de l'Indus. Elle est desservie par un réseau très complet d'autobus, dans lesquels la foule s'entasse, comme toujours en Asie, dans tous les moyens de transport en commun. Mais c'est comme dans tous les pays du monde que les enfants essaient de protéger avec amour leur bien le plus précieux, un jouet. Et comme dans aucun autre pays au monde, que des femmes entièrement recouvertes par le voile du tchadéri côtoient des jeunes filles dévoilées, pleinement intégrées à la vie sociale de 1961. La ville moderne est fière de ses nouvelles constructions, comme la mosquée de Sherpour, qui allie aux lignes de l'architecture contemporaine le décor ancien de la céramique et les figures abstraites qui ont fait la célébrité de l'art islamique. Et les luttes meurtrières des Afghans pour leur indépendance sont commémorées par les monuments de Kaboul, comme la stèle érigée à la gloire du général Nader Khan et du général Abdul Vakil Khan, ou le monument de l'indépendance qui représente pour les Afghans ce que le tombeau sous l'arc de triomphe symbolise pour les Français, le sacrifice de ceux qui sont morts pour que vive leur pays. C'est à Kaboul aussi que se trouve le palais du souverain, Sa Majesté le roi Mohammed Zahir Shah. Le royaume d'Afghanistan est une monarchie constitutionnelle. La Chambre des représentants ou Conseil national est élu au suffrage universel et les notables du Sénat sont nommés par le souverain. Le gouvernement est secondé par une élite d'administrateurs et de fonctionnaires, souvent fort jeunes, et pour qui ont été bâties dans la banlieue de Kaboul ces résidences semblables à celles de toutes les banlieues. Leur modestie et leur absence de faste orientale est, je crois, tout à l'honneur de ceux qui y résident. Kaboul est entouré de jardins. Ces jardins que nous avons toujours associés à l'Orient et à l'islam. Mais l'amour des fleurs et le soin qui leur est apporté, je l'ai retrouvé partout dans la moindre village autour du plus modeste Tchaïrané, c'est-à-dire auberge pour boire le thé. Le plus réputé de ces jardins est celui de la vallée de Parman, où chaque vendredi d'été, les habitants de Kaboul aiment à se réunir sous la fraîcheur des grands arbres et à converser art, littérature, religion, ou écouter les vieilles légendes d'autrefois comme on sait encore le faire en Asie. Pourtant, le plus émouvant des jardins pour les Afghans est celui qui abrite la tombe du grand souverain Babour, qui fut au Xe siècle le fondateur de la célèbre dynastie moghole en Inde, après avoir choisi Kaboul comme sa capitale, d'où il régna sur tout l'Orient, de la Perse à Delhi. Mais les Afghans ne veulent pas que ce glorieux passé et tous ces titres de noblesse soient pour eux un poids qui les étouffe, un lien qui les retienne, une nostalgie qui les paralyse, une routine qui les emprisonne, un voile qui les ensevelisse sous 5000 ans d'histoire et 13 siècles de tradition islamique et de rigorisme religieux. Ils refusent ce qui, au XXe siècle, dans l'équilibre actuel entre les nations, serait inertie, immobilité, empêchement, le tchadéri, le voile qui isole la femme de la vie sociale et l'empêche de participer pleinement à l'édification du nouvel Afghanistan. Les femmes librement dévoilées sont chaque jour plus nombreuses et on les rencontre dans les rues, les universités, les bureaux, les fabriques et les usines. C'est le signe le plus frappant
d'une profonde transformation sociale qui a commencé et qui ne s'arrêtera plus et qui se prépare dans les écoles, dans les lycées, dans les facultés. Au lycée de jeunes filles Malalai, dont la jeune directrice parle admirablement le français, si l'on a renoncé à enseigner certaines disciplines en français, notre langue est étudiée dans les grandes classes. Ce n'est d'ailleurs qu'un aspect de l'influence culturelle française, qui se manifeste aussi dans l'enseignement supérieur. La faculté de médecine de Kaboul va être associée à notre faculté de Lyon et la faculté de droit à celle de Paris. Un des 7 lycées de garçons de la capitale, le grand lycée Istiklal, est dirigé en parfaite communion d'esprit par un proviseur afghan et un proviseur français. C'est dans ce lycée que le second fils du souverain, le prince Mohamed Nadir, qui s'exprime couramment en français, achève ses études. Le prince héritier Ahmed Shah séjourne actuellement à Paris où il est élève aux Sciences Po, et le souverain a lui-même été étudiant au lycée Janson de Sailly et à la faculté de Montpellier. Sa Majesté parle bien entendu couramment le français, et elle n'a cessé de se montrer un ami actif du rayonnement de notre langue et de notre culture. Même soif d'apprendre dans les communes rurales, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Il y a aujourd'hui 800 écoles, fréquentées par quelques 1500 enfants, et ces chiffres ne sont peut-être déjà plus valables car ils ne cessent d'augmenter. Je certifie que personne n'attendait ma venue le jour où nous avons filmé ce jardin d'enfants. Et que ces visages joyeux, toute cette propreté, sont une image réelle de l'Afghanistan. La médecine, notamment préventive, est aussi l'objet d'une grande attention. Des campagnes coûteuses ont été couronnées de succès. Des dispensaires et des hôpitaux sont construits peu à peu et des groupes hôpitaux mobiles circulent, j'en ai été le témoin, dans les parties les plus reculées et les plus difficilement accessibles du pays. C'est ainsi qu'une épidémie de choléra a été arrêtée net à l'époque de mon second voyage en Afghanistan grâce à une remarquable organisation des vaccinations. Enfin, dans certains villages pilotes, apparaissent quelques maisons d'habitation de type moderne, mais elles sont conçues pour s'harmoniser aux anciennes demeures, dont elles reprennent les principaux caractères architecturaux. Ainsi, l'Afghanistan moderne, occidentalisé, qui se construit sous nos yeux, n'étouffera pas tout ce qui faisait le charme et même la fascination du vieil Afghanistan. Les Afghans eux-mêmes y sont bien trop attachés. Et les touristes découvriront, sans cesse plus nombreux, que la fameuse hospitalité orientale est toujours bien vivante, d'Herat à Kandahar, de Maïméné à Tashkourgan, de Panjao à Obé. Lors de mon premier voyage, j'ai traversé seul l'Afghanistan. Partout, j'ai été admirablement accueilli, mieux même reçu, et comblé de tasses de thé et de fruits délicieux dont personne n'a jamais accepté le remboursement. Et je dois reconnaître que cette fierté et cette absence de mendicité n'ont certes pas été toujours de règle dans les autres pays où j'ai séjourné. L'artisanat demeure partout vivant, et les poteries ou les céramiques partagent à Istalif la réputation des tissus aux brillantes couleurs. L'Afghanistan produisant à la fois la laine et le coton, l'art du tissage y a toujours été florissant, et il est dans les intentions du gouvernement de ne pas le laisser supplanter par la production mécanique et de lui conserver intacte sa perfection traditionnelle. Les tapis afghans anciens ou récents sont exportés dans le monde entier, et s'ils n'ont pas la célébrité des tapis persans, ils sont souvent fort beaux, tandis que la production courante est réservée à l'usage national. Toutes les demeures afghanes regorgent de tapis. Outre les remarquables tapis dits maoris, relativement rares et de dessin toujours original, 2 styles caractérisent les tapis afghans. Les grandes figures géométriques appelées pieds d'éléphant, toujours noirs sur fond rouge, et le dessin dit Bukhara, comme sur le tapis que vous voyez tissé ici. La plupart des tapis récents dénommés Bukhara sont en fait fabriqués dans le nord de l'Afghanistan. Il faut environ 6 mois du travail de ces 3 femmes pour achever un tapis de cette dimension, à peu près 4 mètres sur 3. La laine utilisée provient de moutons afghans, et elle est teinte avec des colorants végétaux préparés sur place à partir d'une série d'herbes et de plantes sauvages ramassées dans le pays.
Mais attention, si vous désirez acheter un tapis afghan, sachez que les prix qui vous seront demandés dans le pays sont à peine supérieurs seulement au cours. Ne marchandez pas trop, vous laisseriez échapper une belle affaire et vous le regretteriez longtemps. Je crois que les voyageurs européens resteront aussi fascinés longtemps par les fières populations nomades. Sur 13 millions d'habitants, il subsiste 2 millions de nomades ou kochis, toujours mouvants, toujours indépendants. La plupart sont des Pashtuns. Ils vivent des produits de leur artisanat, bijoux, tapis, et surtout de leurs troupeaux, dont les pâturages changent avec les saisons. Pendant l'été, ils dressent leurs tentes dans les montagnes du centre, au Hazarajat, et au début de l'automne, ils descendent vers les chaudes plaines de l'Est. Beaucoup franchissent même les frontières et se rendent jusqu'au Pakistan et jusqu'en Inde. Le gouvernement a offert aux nomades toutes les possibilités de sédentarisation, en particulier des fermes et des villages construits spécialement pour eux. Mais ils restent, en tout cas pour le moment, attachés à leur vie errante et libre. دسترګو بلا واخلا بیا د سترګې ولې سېدې پام چې وار دې خطا ناسې ممنلې غرغرې Mais ceux qui visiteront l'Afghanistan seront peut-être plus encore intéressés par le sport national du bouskashi, extraordinaire sorte de rugby à cheval qui oppose deux équipes dont le nombre variable des joueurs peut aller de 30 à 200. Ce jeu, incroyablement rude, viril et violent, se pratique seulement en saison tempérée, automne ou printemps, mais les chevaux, particulièrement rapides et agiles, sont amoureusement soignés et entraînés toute l'année, et les chipandos, les cavaliers, sont vraiment des héros dans leur région. Le ballon est remplacé par une chèvre, ou mieux un veau mort et décapité, qui ne pèse pas moins de 50 à 60 kilos. À l'extrémité d'un terrain mesurant plusieurs kilomètres, le veau est placé dans le halal, un cercle dessiné avec des pierres. Chaque cavalier tente de s'emparer du veau et, protégé par ses alliés mais durement attaqué par ses adversaires, il essaie de ramener la bête dans le cercle après avoir contourné un fanion situé à l'autre extrémité du terrain. Au cours d'une véritable mêlée, les chevaux posent leurs pattes sur le veau et ils sont dressés à ne la retirer que si c'est leur maître qui essaie de s'en emparer. Mais voici que l'un des cavaliers arrache brusquement l'animal et s'enfuit avec lui, entouré ou poursuivi par tous les autres. Pour conserver la carcasse ou pour s'en emparer, une bataille se livre au galop effréné des montures. Les Afghans, dès l'enfance, se passionnent pour ce jeu, autant que les Espagnols pour les taureaux ou les Basques pour la pelote, et les champions nationaux,
désignés chaque année lors du grand Bouskashi royal de Kaboul, jouissent d'un prestige aussi disputé qu'envié. La masse des cavaliers atteint maintenant le Fagno, à quelques kilomètres du point de départ et le contour. Le retour vers le but commence, plus acharné encore que l'aller. Mes deux adversaires tiennent solidement les pattes de l'animal, et malgré le poids de la bête et leurs efforts pour l'emporter, aucun des deux ne cède et ne lâche prise. Ils franchissent le cercle sans que la victoire ait pu être acquise. Et voici que le veau, dans un dernier effort des opposants, est tombé à terre et qu'une nouvelle mêlée s'engage, plus farouche encore que la première. Mais un des cavaliers réussit à s'emparer de la bête. La victoire ne fait plus de doute, les poursuivants sont magnifiquement distancés et il lance en vainqueur son trophée dans le cercle aux applaudissements de ses supporters enthousiastes. Dans toutes les villes, le gouvernement a fait construire des hôtels, parfois modestes, parfois fort beaux, mais dont le moindre est décoré de tapis, souvent anciens, comme peuvent en réunir peu de palaces européens. Les touristes y sont encore rares, mais la beauté de l'Afghanistan et son climat si sain et si tonifiant devraient les attirer de plus en plus nombreux. En tout cas, moi, je rêve de retourner dans ces villages de soleil, parmi ces Afghans à la fois réservés et amicaux, distants et fraternels, toujours hospitaliers, et parmi lesquels je compte maintenant tant d'amis, des amis du bout du monde. Mystère, partagez notre thé, buvez avec nous, acceptez ce melon. C'est à moi que cela fait plaisir de vous les offrir. Dans mon pays, l'étranger est l'ami, l'hôte, le bienvenu.